Bonjour Claude. Bonjour Eugénie. Alors, je peux dire, sans risque de me tromper, que tu es devenu un véritable maître de l'argent. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu y es arrivé? Alors d'abord, j'ai commencé à réaliser que j'étais un esclave de l'argent. Tout commence par la prise de conscience. Alors j'avais fait beaucoup d'études, j'avais un travail qui était très prestigieux, je gagnais très bien ma vie, mais je me suis rendu compte qu'en continuant comme ça, je serais toujours en train de travailler pour l'argent. Je serais toujours en train de courir après mon compte en banque qui n'avait jamais assez d'argent, rembourser ma maison, payer tout ce qu'il y a à payer dans la vie. Et je me suis dit que ça ne pouvait pas durer comme ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, c'est qu'on ne m'avait jamais appris comment utiliser l'argent. Alors qu'il y a des gens qui savent utiliser l'argent. Il y a des gens qui sont riches, qui deviennent riches. Il y a des gens qui deviennent riches à partir de rien. Il y a des gens qui sont indépendants financièrement à partir de rien. Et je me suis dit, mais finalement, si eux y arrivent, pourquoi pas moi? Pourquoi je ne le ferais pas? Et ça a commencé par là. Et donc déjà, cette prise de conscience, de me dire, je suis esclave de l'argent. Ensuite, de dire, prise de conscience, mais moi aussi je peux le faire, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas le faire. Et ensuite, apprendre. Faire les erreurs. C'est normal de faire des erreurs. Bien sûr. Ça permet d'apprendre. Ça permet d'apprendre. Il faut accepter de faire des erreurs pour apprendre. Et ensuite, mise en place d'un certain nombre de choses, de méthodes, d'outils qui m'ont permis d'être maître de l'argent. Et pour le rendre de façon très concrète, en fait, je me suis rendu compte de tout ça quand j'avais, on va dire, à peu près 30-33 ans. Et je me suis dit, voilà, je veux pouvoir prendre ma retraite quand j'aurai 45 ans. Alors pour moi, la retraite, c'est pas être dans son fauteuil à regarder les jeux à la télé, hein. C'est pouvoir être indépendant financièrement et faire ce que je veux, Voilà. faire ce qui me fait plaisir. C'est vivre tes rêves. Vivre mes rêves. Vivre mes rêves, faire, non pas rêver ma vie, mais faire de mes rêves une réalité. Et en fait, j'ai réussi à faire ça à 38 ans. Donc j'ai 5 ans, 5-6 ans après avoir fait cette prise de conscience, j'ai réussi à mettre en place ce que je voulais. Alors toi, Eugénie, tu es coach en réussite. Oui, tout à fait. Et tu as aidé de nombreux noirs à résoudre leurs difficultés financières. Ouais. C'est quand même assez particulier, Ouais. tout le monde ne fait pas ça. Alors pourquoi tu as décidé de proposer ce service? En fait, parce que je me suis rendu compte que depuis 25 ans que j'officie en tant que journaliste dans les médias et notamment sur Africa numéro 1, parce que j'ai beaucoup travaillé dans ce média. J'ai même été directrice des programmes. Mon travail consistait en fait à recruter les talents, recruter les personnes qui allaient animer, qui allaient apporter des informations à travers une grille de programmes. Donc mon travail était de détecter les talents. Et quand on détecte les talents, parfois les personnes qui ont ce talent ne le savent même pas. Donc, et je me rendais compte que chaque fois que je détectais un talent, une personne, que ce soit un homme, une femme, je savais détecter comme un laser ses faiblesses, mais également son potentiel, ses capacités. Et il m'est arrivé dans des émissions à plusieurs reprises de donner des conseils qui rendent riches, d'impulser de l'énergie, de la confiance, mais aussi d'utiliser mon carnet d'adresse pour permettre à ces personnes qui ont besoin justement juste un petit coup de pouce de grimper à un échelon de leur vie. Et tous les jours je vis au quotidien, je me suis dit, mais si j'arrive à faire ça, je peux vivre de ça. Ça part aussi de mon expérience personnelle, c'est que là on est en train de faire cette émission dans un espace que j'ai cofondé avec mon mari, qui s'appelle l'espace Matière Grise, et on a créé cet espace sur la base de rien, sans l'apport des banques. Ça a été très difficile au départ parce qu'il fallait que je me départisse de certaines idées reçues, de certains comportements. J'étais une personne, je suis toujours, coquette, et coquette à un point où il me fallait au moins tous les mois 2 belles robes, avec des chaussures, des sacs, tout droit sortis des meilleurs magasins de Paris. Je suis gabonaise et nous on aime beaucoup le luxe. Je suis africaine et on est très coquette. Et mon mari a commencé à me dire, écoute, si tu veux qu'on ait cet espace, il va falloir que tu commences à peut-être acheter des robes moins chères. J'étais secouée, premier abord, ça m'a pris 1 an, 2 ans pour arrêter d'acheter, d'avoir cette frénésie de l'achat, comme beaucoup de femmes. Et puis quand j'ai pris conscience de ça, quand je me suis rendu compte que acheter une robe, ou 2 robes par mois, ça me coûtait par exemple 1 200 €, sans compter les chaussures et ce qui va avec, je pouvais mettre cet argent de côté pour justement créer cet espace. Donc c'est une vraie prise de conscience que moi j'ai d'abord expérimentée, et maintenant que je sais comment ça se passe, je peux dire aussi que je suis maître de l'argent. Et j'aime souvent me définir comme une espèce de magicienne de l'abondance.
Pourquoi magie? Parce que chez nous en Afrique, une personne qui est riche, on pense toujours que c'est par la magie. Alors moi je voudrais faire un clin d'œil justement à toutes ces personnes qui pensent que quand on est riche c'est par magie. C'est vrai que c'est de la magie parce qu'il faut croire en des forces supérieures. Il faut d'abord croire aussi en soi-même et puis il faut savoir aussi comment l'argent fonctionne. Il faut étudier ce que c'est que l'argent, comme on étudierait la médecine, la biologie, les mathématiques, la littérature justement pour avoir un diplôme. Donc je suis diplômé en argent. Donc j'apprends aux gens à être maître de l'argent comme toi. Est-ce que tu peux donner un exemple d'ailleurs sur des gens que tu as accompagnés et la transformation qu'ils ont vécue? Et je me rappelle que lors d'une émission Africain numéro 1, il y a un jeune qui m'a appelé, qui vit ici en France, donc il appartient à ces franco-africains, qui me disait je suis bac plus 10, bac plus 5, mais je n'arrive pas à ni envoyer un CV dans une boîte française, pourtant je suis français, mais je suis noir donc j'ai des freins, et puis j'arrive pas à trouver une idée qui me permettrait de m'en sortir tout seul. Je lui ai dit, tu sais, écoute, moi je suis une personne qui travaille du matin au soir, qui n'a pas le temps d'aller faire des courses. Bon, j'ai d'abord posé des questions sur les domaines d'activité dans lesquels il voulait travailler. Et je lui ai dit, écoute, moi ce qui me plairait bien, et je sais qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de couples, beaucoup de personnes, beaucoup de travailleurs dans ma situation, ce qui me plairait, c'est que chaque fin de semaine, qu'on vienne me déposer mon marché, la nourriture africaine, au pas de ma porte. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une entreprise, il a acheté un camion, il va se ravitailler chez des grossistes qui vendent de la nourriture africaine et il va déposer cette nourriture dans ses paniers chez beaucoup d'Africains comme moi, en Île-de-France et en Europe. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça. J'ai aussi permis à une jeune femme chef d'entreprise qui est styliste de mode, qui voulait fabriquer des jeans pour les femmes rondes, à lui trouver justement une personne qui pouvait lui faire ses jeans en Chine. Donc il a simplement fallu que j'appelle la personne et qu'elle me fasse suffisamment confiance à moi pour qu'elle permette, qu'elle donne de l'argent justement pour que cette personne puisse réaliser son rêve. Donc, il y a des tas d'exemples. Hein. Je pense qu'il y a aussi le fait de dire à une personne, et ça c'est vraiment, c'est ce qu'il faut vraiment retenir, que je dis aux Africains, aux jeunes qui veulent venir en France et qui font la queue dans les consulats en France. En allant mendier justement un visa, de leur dire que justement c'est la chose inverse. Il faut que quand vous allez au consulat, ça c'est aussi une idée de richesse, quand vous allez demander un visa, un papier pour venir en Europe, aller étudier, il faut que vous montriez que vous n'êtes pas des pauvres en fait, que vous êtes la jeunesse, vous avez des idées et que cette démarche en fait permettra au pays où vous allez vous installer de les rendre encore plus riches. Et dès l'instant où vous dites à une personne qu'elle a en elle les capacités, parce qu'on a tous un génie propre, on a tous des talents, des dons, dès que vous dites ça à la personne et qu'elle vous croit, et qu'elle commence à croire en elle-même, alors les portes commencent à s'ouvrir. Donc je pense que c'est vraiment important. Mais ça, je crois que c'est l'un des premiers secrets que moi j'ai réalisé, c'est qu'on prend la problématique de l'argent à l'envers. Oui, c'est-à-dire qu'on se dit, qu'est-ce que je peux prendre? Comment je peux en avoir plus? Et quand on fait ça, en fait, on n'arrive pas à ces objectifs. Alors quand on fait des choses dans l'autre sens, quand on dit mais qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je peux offrir? C'est là que l'argent arrive. C'est là que l'argent arrive. Et on peut rentrer dans la partie un peu énergétique ou spirituelle de l'argent, qui est que l'argent c'est un flux. Et quand on commence à donner des choses à l'extérieur, eh bien ça nous revient à travers l'argent. Et c'est pour ça que moi j'aime pas beaucoup les proverbes, parce qu'on dit l'argent appelle l'argent. C'est vrai, mais l'argent ce n'est qu'un des effets de la prospérité. Hein. Si on a beaucoup d'argent et qu'on ne sait pas être souriant envers les autres, qu'on n'est pas en bonne santé, qu'on ne sait pas capitaliser, qu'on ne sait pas en fait comment gérer l'argent, et bien on perd cet argent. Donc l'argent est juste un effet ou alors un autre outil pour réussir sa vie. C'est un des outils, un outil fondamental, un outil important parce qu'il appartient du domaine du faire. Avec l'argent, on peut faire, on peut passer à l'action, on peut transformer une idée, mais ce n'est pas suffisant pour réussir sa vie. Et comme tu l'as dit, chacun d'entre nous a des richesses. On a tous reçu des qualités, des défauts bien entendu, mais des choses à offrir aux autres, à offrir au monde. Et le problème, c'est que souvent, on n'est même pas conscient. J'ai juste donné un exemple pour qu'on saisisse bien.
Imaginons quelqu'un qui dise, voilà, moi, moi je sais rien faire, tout ce que je sais faire, je sais faire la fête. Il a deux possibilités. Soit il dit, vraiment on s'ennuie ici, il n'y a pas de fête. Et dans ce cas-là, il va étouffer son trésor, qui est cette envie de faire la fête. Ouais. Alors que s'il dit, mais comment je peux partager ce trésor-là avec les autres? Ma joie de vivre, mon plaisir de danser, de recevoir les amis et autres, et qui se dit, ben voilà, moi ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à inviter les autres et à organiser des fêtes. Eh bien, il aura à la fois la fête qu'il a envie de faire, mais en même temps, il peut demander à chacun de participer de façon financière à la fête, il aura en plus de l'argent. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on peut donner? Et c'est là qu'on reçoit. Mais ça me fait penser à David Guetta, en fait, c'est ce qu'il fait. Absolument. Voilà. Il aime faire la fête, ça l'a bien réussi. Il gagne beaucoup d'argent en faisant la fête. Alors, parmi les mythes sur l'argent, Claude, il y a celui qui consiste à croire que l'homme blanc est toujours un homme riche et que même l'argent qu'il acquiert, qu'il a, c'est toujours par magie. Voilà, c'est facile pour un blanc d'avoir de l'argent. Alors ça, évidemment, c'est un mythe, c'est une histoire qu'on aime bien se raconter. Moi, je connais des pauvres qui sont blancs, des blancs qui sont pauvres, je connais des noirs qui sont riches. Donc l'argent n'a pas d'odeur, il n'a pas non plus de couleur. L'argent vient à celui qui est capable d'apporter de la valeur aux autres. Quelqu'un qui est noir, surtout dans un pays où les gens sont blancs, se retrouve, et ça c'est vrai, avec des discriminations, on se retrouve avec des problèmes, on se retrouve avec des défis particuliers. Mais en même temps, on se retrouve avec des forces extraordinaires. Tu citais l'exemple de cette personne qui a fait son activité d'acheter en gros des produits africains et d'en faire des paniers. Ça, un blanc n'aurait jamais pu le faire. Oui, bien sûr. Parce qu'il ne connaît pas la culture, il ne connaît pas la communauté. La communauté africaine, pour ne parler que d'elle, a des besoins spécifiques, a des fonctionnements spécifiques, et quelqu'un qui est noir peut tout à fait lui apporter énormément. C'est là qu'il faut puiser, justement. C'est un des endroits où on peut puiser. De même, quelqu'un qui est noir dans une entreprise française peut apporter énormément de choses, parce qu'il a une expérience différente, parce que c'est quelqu'un qui va peut-être plus que les autres avoir envie de réussir. Donc ça, ce sont des qualités à mettre en avant. Mais le problème, c'est que beaucoup de Noirs, malheureusement, n'ont pas confiance en eux, ne réalisent pas les forces extraordinaires qu'ils peuvent apporter. Alors ils se résignent à être riches. Ils se racontent cette histoire de leur tête en disant je suis noir, donc je suis pauvre, c'est normal. Et puis ça fait appel à des blessures qui sont douloureuses. En disant oui, mais finalement je suis noir, mais donc il y a toute une histoire d'esclavage ou autre. Toutes ces choses-là, c'est vrai. Et ça marque. J'ai donné un exemple. Mon grand-père a fait la Deuxième Guerre mondiale, il a été prisonnier. Et il a vécu dans un état de dénuement et de pauvreté, avec du travail forcé obligatoire et autres. Je ne dirais pas qu'il était comme les esclaves de l'ancien temps, mais son sort n'était pas forcément beaucoup plus enviable. Ça l'a marqué à vie. Au point que, même quand il gagnait correctement sa vie, il retournait les enveloppes. Il avait en fait des comportements de pauvres. Il avait des comportements de pauvres. Il était sorti de son camp de prisonnier, mais le camp de prisonnier était toujours en lui. Il était toujours enfermé à l'intérieur. Mais qui l'enfermait? Personne. Personne à part lui-même. Donc il y a un moment où il faut être capable de dire, ok, le passé, c'est le passé. Les souffrances, elles sont là, et c'est vrai, elles sont douloureuses, mais ces souffrances ne sont pas une raison pour laquelle je dois les prolonger. Moi j'ai envie de dire que moi je ne me sens pas victime du racisme, mais justement c'est parce qu'il y a du racisme qu'il faut gagner de l'argent, qu'il faut être maître de l'argent. Parce que justement, quand on devient maître de l'argent, toutes ces barrières ça s'arrête, et ça c'est vraiment le pouvoir de l'argent. Absolument. Et il y a un principe que moi j'aime beaucoup dans la tradition du zen, qui consiste à dire qu'il faut faire une différence entre la douleur et la souffrance. La douleur, elle arrive à un moment, on s'écrase le doigt, on se fait mal. Ça c'est vrai, ça fait mal. Mais par contre, si 10 ans après, on se dit, mon Dieu, j'ai vraiment été idiot de m'écraser le doigt, là, on est dans de la souffrance. Si on prend un événement passé qui nous a fait du mal et qu'on prolonge cette douleur, eh bien, on en reste esclave, on reste coincé. Donc, il y a un moment où il faut dire, c'est bon, tout ça, je le laisse aller. Stop, où est-ce que je suis? Eh bien, je suis ici, maintenant, et je peux créer énormément de choses et apporter énormément de valeur. Pour moi, l'argent, il n'a pas de couleur. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on peut apporter, le problème qu'on peut résoudre. Et il y a des tas de problèmes, justement, qu'il faut résoudre. Et ça, c'est vrai. Et chacun d'entre nous a la solution. Et chacun d'entre nous a la solution pour un problème particulier. Et d'ailleurs, on dit souvent, ah oui, c'est compliqué de faire de l'argent en temps de crise. Eh bien, quand on regarde en fait les chiffres,
les entreprises qui se sont le plus développées, ce sont celles qui se sont construites en temps de crise. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, en temps de crise, c'est là que les gens ont le plus de problèmes, et donc on peut le plus les aider. C'est par rapport aux endroits où il y a le plus de besoins qu'on peut apporter le plus de valeur et donc gagner le plus d'argent. Donc, pour moi, on peut tout à fait être noir et riche. Mais toi, j'aimerais bien avoir ton avis. Est-ce que toi, tu crois que c'est possible? Est-ce que, toi qui es noir, est-ce que tu penses qu'on peut être noir et riche? Alors je dirais, tu es un peu un exemple vivant du sujet, puisque tu es noir, riche, tu as plusieurs activités. On est dans le contexte français, je ne suis pas comme une Oprah ou une Winfrey, c'est vrai, mais moi je considère que je suis riche parce que j'ai tout ce que je veux de ma vie, j'ai tout ce que je veux, j'ai tout ce que j'ai toujours voulu, et je sais que ça va aller crescendo, que demain, si j'arrête de travailler, je ne vais pas me dire où est-ce que je vais aller trouver de l'argent pour m'en sortir. Non, j'ai assuré mes arrières, j'ai assuré mon devant, et je suis libre de faire ce que je veux de ma vie. C'est-à-dire que je me lève à l'heure que je veux, je travaille à l'heure que je veux, et je m'arrête quand je veux. Donc je pense que c'est déjà un luxe. Moi, ce que je voudrais, c'est que le maximum de personnes arrêtent de penser que travail égale corvée, travail égale souffrance. On peut travailler et en même temps être heureux dans son travail, ce qui n'est pas le cas justement pour beaucoup d'entre nous. Et je prends l'exemple qui me vient le plus, c'est l'image de ces, on les appelle les filles de salle, souvent dans les hôpitaux africains. C'est des personnes en fait qui n'ont pas d'autre choix que de faire ce travail. C'est un travail mais dégradant. Enfin, quand on n'est pas fait pour ça, de panser les plaies des patients, de nettoyer le sol de l'hôpital, effectivement, et quand on voit comment les gens nous regardent, comment les gens considèrent ce métier, on n'a pas envie de faire ce métier. Donc forcément, quand on est dans cette situation, forcément l'argent n'arrive pas. Moi je pense que la première leçon à tirer, c'est de se dire, j'aime le travail que je fais, je choisis le travail que je fais en fonction de mes capacités, de mon potentiel. Et dès l'instant où justement je le fais en fonction de ces éléments-là, je gagne de l'argent, l'argent vient vers moi. Et je vais te donner un exemple là-dessus. Ouais. J'aime bien cet exemple des filles de salle, parce qu'on dit que l'emploi où il y a plus d'argent à gagner, c'est dans les tâches dégradantes, les poubelles, l'entretien et autres. Ouais. Si tu prends quelqu'un qui aime ce qu'il fait, qui trouve un plaisir dans le fait d'assurer finalement l'hygiène d'un hôpital, c'est extrêmement important, de prendre soin des blessures de gens qui souffrent, c'est extrêmement important, il se dit j'aime tellement ça qu'en fait je vais voir comment je peux le donner encore plus. Ouais. Et qui au lieu de travailler pour l'hôpital, va commencer à recruter d'autres personnes comme elle et va faire une société qui va vendre ce service à l'hôpital. Et bien d'un seul coup, ce qui devient une tâche dégradante devient quelque chose où elle est chef d'entreprise, elle a créé sa boîte et elle devient riche. Mais il ne faut pas être étonné justement qu'en France, les secteurs qui recrutent le plus sont les secteurs où il y a le service à la personne. Tout à fait. Voilà. Parce que justement, on a un besoin à ce niveau-là. Et je sais que la communauté africaine est très demandée dans ce secteur. Alors moi j'ai une autre question, et c'est une question importante. Claude, pour beaucoup d'entre nous, il y a deux façons de gagner de l'argent. Donc, soit on travaille pour quelqu'un, on échange son temps, ses diplômes en fonction d'un salaire, soit on se met à son propre compte. Or, il y a d'autres façons de gagner de l'argent. Tout à fait. Alors, en tout, il y a 6 façons de gagner de l'argent.